Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous, des gentils des doux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Changer la norme. C'est le dernier épisode d'une saison un peu particulière et d'une année qui a été éprouvée par les gilets jaunes, les grèves et la crise sanitaire et sociale. Ces moments qui ont marqué la France ont aussi mis en lumière le besoin de solidarité et d'engagement de ses habitants. Chez CareNews, le média des acteurs de l'engagement, c'est notre métier depuis 5 ans. Pour pouvoir vivre ensemble dans un monde meilleur, puisque le monde d'après semble en fait ne pas exister, il est nécessaire de souligner les problèmes qui rongent notre société et parallèlement de donner parole et visibilité aux acteurs qui cherchent à les résoudre. En 3 saisons de Changer la norme, on avait finalement assez peu parlé de santé. Et pourtant, comme va l'expliquer mon invité, c'est la base. Abdelali El Badawi est le président fondateur de Banlieue Santé, une association d'aide médicale et sociale qui innove pour favoriser l'accès aux soins. C'est un joli sujet sur lequel nous avons échangé pendant une vingtaine de minutes. Nous avons parlé du nécessaire et ambitieux projet d'Abdelali, de politique publique, de ce qu'on met derrière les notions de soins et de banlieue, de comment cette structure, qui n'existe officiellement que depuis 2 ans, fédère déjà un réseau de 5000 bénévoles et s'étend à l'international. Et bien sûr, nous avons parlé entrepreneuriat social. Bonjour Abdelali. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Bah ça va bien. Écoute, c'est mon dernier de la saison. Je suis toujours heureuse et un peu nostalgique. Je suis très contente de te recevoir parce que la santé, c'est un thème que j'ai jamais abordé en 3 saisons. On a abordé la santé par des biais, il y a eu les aidants, les auxiliaires de domicile, etc. Mais la santé en tant que telle, enfin une structure consacrée à ça, je crois bien que c'est une première. Donc tu es le président fondateur de Banlieue Santé. Oui, dont on a entendu pas mal parler ces derniers temps. Enfin, je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement avec le confinement. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert. On a fait un article dans CareNews et du coup, après, j'ai un peu creusé. La première chose que je vais te demander, c'est de nous expliquer rapidement ce que fait Banlieue Santé. Pour faire rapide, ce que fait Banlieue Santé, c'est assez simple. En fait, on est le logisticien du dernier kilomètre de la santé publique. Grosso modo, c'est comment on fait en sorte de remettre les patients les plus éloignés du parcours de soins dans un parcours de soins qui soit des plus simples, parce que souvent, les patients qu'on touche sont des patients en angle mort et qui, finalement, sont isolés, n'ont pas accès à la santé, et c'est pour ça qu'on est là sur les territoires aujourd'hui. Banlieue Santé, c'est une structure qui est liée à ton parcours professionnel et à des constats que tu as faits. Est-ce que tu peux nous retracer les étapes qui t'ont amené à fonder cette association ? Alors, parcours professionnel, mais aussi parcours personnel de vie. Les inégalités en santé et les inégalités sociales, je les ai vécues très tôt, à l'âge de 7 ans. Donc moi, je suis brûlé à 70% de la surface de mon corps. Mes parents sont d'origine marocaine et analphabètes et illettrés. Ils avaient du mal à se faire comprendre et essayer de se dire qu'est-ce qui se passe dans cet accident et qu'est-ce qui va arriver à mon fils. À se faire comprendre auprès des professionnels de santé ? Auprès des professionnels de santé. Et donc, j'ai vu ça dans leurs yeux, j'ai grandi avec ça. Et puis, par la suite, j'ai décidé de me mettre à bosser à 16 ans et demi dans le ménage. J'ai fait pendant 8 ans dans un hôpital. Et je me suis rendu compte de ces inégalités sociales. Et à chaque fois qu'il y avait un patient qui parlait pas le français, j'étais là à traduire, à essayer d'expliquer aux patients, par le biais des médecins, tout ce qui allait se passer. J'en ai fait mon engagement et j'ai décidé de rentrer à l'école d'infirmier en 2007. Je suis devenu infirmier en 2010. Ça s'est fait naturellement, où les actions de sensibilisation et de prévention dans les territoires de manière vulgarisée dans les quartiers soient faites par des professionnels de santé qui comprennent les codes sociaux de ces patients. Et donc, Banlieue Santé en 2018, en juin 2018, ça a été créé de manière officielle, mais ça faisait déjà presque 10-15 ans qu'on était engagé sur cette question-là. Toi, tu as constaté donc, des inégalités très fortes, médicales et sociales, mais c'est pas une question pro, c'est une vraie question. Est-ce que c'est à une association, enfin, comment ça se fait que ce gap entre le professionnel de santé, dont on peut comprendre qu'il ne parle pas toutes les langues, et voilà, et le patient, il n'ait pas été fait avant ou il soit pas pris en charge par l'hôpital public ?
Parce que je pense qu'on est dans un système aujourd'hui où on a toujours été centré sur l'aspect d'abord médical. Et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, on est ce qu'on appelle aussi des faiseurs de solutions d'inclusion sociale et médicale. Et je pense que la dimension sociale est très peu prise en charge et nous, on a décidé de prendre en charge d'abord la situation sociale des patients et après les amener à la situation médicale. Et donc, de ce fait, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été pris en charge par les institutions d'État. Nous estimons, nous, en tant que professionnels de santé, être aussi des acteurs de l'État. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est engagé naturellement à cet engagement. Et c'est pour ça que Banlieue Santé existe et qu'aujourd'hui, Banlieue Santé devient aussi une entité, une institution publique d'intérêt général d'État au service des citoyens et des concitoyens. Concrètement, donc c'est une asso qui a 2 ans mais qui existait de manière officieuse, ou depuis plus confidentielle depuis 2006. Il y a combien de personnes dans l'asso, de bénévoles ou de salariés? Aujourd'hui, on est installé dans 300 quartiers en France où on a nos réseaux qui nous permettent de répondre aux enjeux aujourd'hui des inégalités sociales et des inégalités en santé. On a à peu près plus de 5000 bénévoles sur tout le territoire français. On a énormément de professionnels de santé, infirmières, infirmiers, sages-femmes, kinés, médecins, travailleurs sociaux, mais aussi des patients et des ingénieurs qui travaillent sur ces questions-là, que ce soit la tech au service de l'intérêt général, que ce soit tous les programmes qu'on mène au sein de Banlieue Santé, parce qu'on crée des programmes différents sur différentes thématiques, que ce soit les personnes âgées, les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit la question des immigrés aussi. Toutes ces questions-là, en fait, c'est des questions sur lesquelles on est très engagé. Tu as 5000 bénévoles qui sont coordonnés par des salariés ou par d'autres bénévoles? Alors, une partie par des salariés, d'autres par des bénévoles, mais aussi dans tous ces bénévoles, on a beaucoup de professionnels de santé installés en cabinet libéral ou dans des institutions publiques. Oui, j'allais dire comment on fait pour avoir 5000 bénévoles en 2 ans, mais en même temps, ils étaient là avant. Exactement. Donc, c'est un réseau qui remonte des infos et ensuite, tu diriges des soignants vers les personnes qui en ont besoin? Alors non, c'est un réseau qui nous remonte des informations sur des problématiques de terrain que vivent les habitants. Donc pas forcément un truc personnel, quelque chose, une situation géographique presque. Exactement. Okay. Et surtout aussi sociologique parce que chaque territoire a ses habitudes sociales, a ses habitudes de vie. De là, on essaye de résoudre des problématiques avec les habitants, avec les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et derrière, on crée des programmes adaptés à ces territoires. D'accord. Question suivante, comment est-ce qu'on finance ces programmes? Ou même les salariés d'ailleurs? Alors aujourd'hui, on avait jusqu'à maintenant financé de manière un peu chacun de son côté un peu d'argent. Et aujourd'hui, on fait du conseil pour des grands groupes en santé publique. Aujourd'hui, on a des donations des grands groupes. Du mécénat, des dons, okay. Exactement. On a aussi des dons de particuliers qui nous permettent de constituer Banlieue Santé. Et puis, on a aussi des personnalités aujourd'hui qui nous soutiennent. Et puis, on est en train de discuter avec l'État pour des financements publics parce que nous faisons un travail d'intérêt public et d'intérêt général et vous êtes presque d'utilité publique. Ce qu'on appelle les associations, je crois, parapluies, qui font des missions un peu comme les écoles. Et ça représente quel budget? On est à un budget de 150K qui nous permet d'essayer de faire des missions de travail. Maintenant, on a besoin de beaucoup plus pour continuer à essaimer sur tous les territoires. Oui, parce que j'ai l'impression que ça grandit vite quand même. Exactement, on a de plus en plus de demandes et je pense que c'est aussi notre engagement, c'est de continuer à répondre à ces enjeux-là. Et pour ça, il faut beaucoup plus de moyens financiers, que ce soit public, que ce soit privé. On travaille avec les mairies, on travaille avec les régions, les départements, les préfectures, mais aussi les associations de terrain avec qui on travaille. On collabore beaucoup avec les associations de terrain. Et voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur le conseil que vous faites aux grands groupes? Donc c'est un revenu parce que c'est du revenu propre, de la prestation. Donc qu'est-ce que c'est comme type de mission de conseil? Par exemple, typiquement, on a fait une mission de conseil pour L'Oréal pour des bus de socio-esthétique qui permettaient de sillonner les territoires pour aller permettre à des femmes loin, je dirais, des parcours pour essayer de leur permettre d'avoir un moment pour elles. Et donc là, on a dû aller identifier toutes ces femmes en angle mort pour leur permettre d'avoir accès à la socio-esthétique, parce que c'est un enjeu aussi, c'est aussi de faire en sorte que ces femmes, d'un point de vue de l'estime de soi, elles puissent se retrouver, parce qu'elles sont souvent reléguées par plein de choses, et ce sont les forces vives de ces quartiers, elles portent tout dans ces territoires, et je pense qu'il faut aussi être là pour elles. D'accord, donc les grands groupes, c'est des missions sur leur engagement solidaire ou... Sur l'engagement RSE, exactement. Et c'est quelque chose que tu veux développer? Exactement, on veut continuer à développer ce conseil de l'engagement RSE sur les territoires pour des publics fragiles, mais aussi ces publics qui sont en angle mort.
On voit bien banlieue santé comment ça marche. C'est quoi les plans de développement? Est-ce que tu peux peut-être dire un mot sur ce qui s'est passé pendant la crise ou pendant le confinement, enfin pendant les deux d'ailleurs. On t'a beaucoup vu et j'ai l'impression que ça a été très rapide la prise en charge. Et ça concernait pas que la santé, même si manger c'est la santé, il y avait des colis alimentaires aussi. Enfin, il me semble que ça a été très entendu. Il y a eu une app. Peut-être que tu peux nous en parler et ensuite nous dire comment tu vois ta structure grandir. Nous, 3 semaines avant le Covid, avant le confinement, on a vu la vague arriver d'Italie, puisqu'on est des professionnels de santé, on voyait bien que ça allait vite nous atteindre. Et on a écrit un plan de crise sanitaire pour expliquer que dans les quartiers, dans les territoires, les gens allaient être beaucoup plus touchés pour plein de raisons, plein de facteurs qu'on connaît, les facteurs sociaux, les inégalités, les pathologies, les multipathologies, etc. Et donc, par conséquent, on a dit, il faut écrire un plan de crise sanitaire pour ce public-là, parce qu'on savait qu'il allait avoir beaucoup plus de décès. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, il y a plus de 128%. Moi, j'ai vu les fiches, mais j'ai vu ceux de la Seine-Saint-Denis. Après, je ne sais pas comment c'est appliqué à l'échelle nationale. Exactement. Alors, il y a effectivement plus de 128% de décès en Seine-Saint-Denis pendant cette période, par rapport aux données nationales. Mais il y a aussi d'autres chiffres qui viennent de sortir d'ailleurs aujourd'hui de l'INSEE, qui démontrent que les publics immigrés en France ont été beaucoup plus touchés par le Covid. Et d'autant plus, dans l'Île-de-France, les publics immigrés vivant en Île-de-France ont été beaucoup plus touchés, il y a beaucoup plus de décès. Et d'ailleurs, c'est l'une des premières fois où il y a une étude ciblée sur une catégorie de personnes. Et nous, on le savait déjà. C'est-à-dire qu'on avait déjà ce pressentiment que ça allait arriver. Question stupide ou pas stupide, tu jugeras. Mais moi, je suis pas professionnelle de santé, donc je serais bien mal d'être juge de ça. Est-ce que c'est parce qu'ils ont été plus touchés? Ils ont attrapé le virus ou parce qu'ils ont été moins bien soignés ou pas soignés Non, pas du tout. Ils ont été beaucoup plus touchés par le Covid parce que donc c'est une population... plus attrapé. Exactement. D'accord. C'est une population qui est isolée, qui vit seule parfois, qui sont déjà atteints de plusieurs pathologies. Donc on le sait, le Covid a été beaucoup plus ravageur pour des patients hypertendus, diabétiques, ayant des cancers ou des maladies déjà chroniques bien installées. Et c'est une population qui est déjà sur ce fait. Et donc forcément, ça va être une population beaucoup plus fragilisée. Et donc nous, pendant cette période, on a décidé de faire des colis de confinement pour faire en sorte que les personnes les plus isolées aient accès à l'alimentaire sans forcément sortir et s'exposer. Et puis aussi, on a décidé de traduire des messages de santé publique en plusieurs langues parce que, pour nous, c'était essentiel que cette population ait accès aux messages de santé publique. Donc, on a fait en Peul, en Bambara, en berbère, en russe. Les messages sur les gestes barrières, sur le confinement, etc. Sur le confinement, en langue des signes. Et c'est vrai que ça n'avait pas été traduit en langue des signes, même pas en langue des signes. Alors, ça a été, en fait, ce qui a été traduit, ça a été imagé, c'est-à-dire que des dessins avec des écritures. Mais si vous ne savez pas lire, si vous ne comprenez pas le français, notamment les personnes migrantes, et d'ailleurs on a eu une explosion de téléchargement de l'application pendant cette période, près de 400 000 téléchargements, et on a été sollicité de toutes parts, de préfectures, de départements, d'associations, même d'ONG internationales que je ne citerai pas, qui nous ont sollicité pour utiliser notre outil. Et, tant mieux, quelque part. Tant mieux, c'est vrai que c'était tant mieux pour les populations. Et puis, ça permettait aussi à cette solution numérique qu'on a développée de pouvoir donner accès à des associations qui étaient effectivement un peu dépourvues parce qu'elles ne savaient pas où aller, elles avaient peur. On a formé des bénévoles des autres associations avec un protocole d'hygiène écrit par des médecins hygiénistes pour éviter la surcontamination dans cette chaîne de solidarité. Aujourd'hui, les enjeux qu'on a chez Banlieue Santé, c'est de continuer à exercer notre travail de manière durable sur nos territoires en France, mais aussi nous sommes en train de travailler pour la rentrée de septembre pour la réflexion d'internationaliser notre organisation qui s'appelle Banlieue Santé. Donc on a déjà des discussions avec les Américains, avec les Anglais, les Allemands, les Italiens, l'Afrique, qui est un de nos enjeux aussi, pour répondre aux enjeux des inégalités sociales et des inégalités en santé. Ça s'appelle Banlieue Santé. Donc en France, la banlieue, on voit ce qu'on y associe, enfin dans l'imaginaire et pas que, c'est une réalité sociale, géographique, économique. Et dans les autres pays, en Amérique, il y a ça, il y a des ghettos, mais c'est pareil, enfin la banlieue est toujours pour toi le... Alors je vais te surprendre sur le mot banlieue. D'ailleurs, le mot banlieue, c'est les lieux bannis, la mise au ban. Ouais. Et la mise au ban, les rois, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que toutes les personnes pauvres, atteintes de maladies, ils étaient écartés du royaume. Et donc, ils étaient mis au ban. Et la mise au ban, ils étaient dans la ruralité. Et donc, le mot banlieue, en fait, à la base, historiquement, c'est la ruralité. Et donc, pour nous, ça a été... Ça comprend aussi la ruralité. Exactement. Et ça a été repris pour dire c'est des quartiers. Et en fait, pour nous, le mot banlieue, c'est quelque chose qui est plutôt dans la définition de dire c'est toutes les personnes qui sont mises au ban. D'accord. Bah, tu vois, tu fais bien de le dire, parce que c'est vrai que la banlieue, on a le réflexe, enfin, les a priori existent, hein. Pour toi, c'est vraiment tout ce qui est
exclusion, ou qu'elle soit géographique ou sociale. Tout à fait. Et ça se traduit comment à l'international, du coup ? Pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit en Afrique, aux States, au-delà des ghettos, mais aussi, en fait, c'est toutes les personnes qui aujourd'hui subissent des inégalités en santé et des inégalités sociales. Non, pardon, ma question était littérale, en fait. Comment tu vas, est-ce que tu traduis ou est-ce que tu gardes ta marque, je sais pas comment. Ah oui. En anglais, je vois bien parce que je parle anglais, mais dans les autres pays, je sais pas si la notion est aussi. C'est effectivement, on va traduire par rapport aux codes sociaux pour faire en sorte que derrière la population s'identifie, parce que c'est vrai que si on met banlieue dans un pays en Afrique, on va essayer de prendre les codes culturels. Si on doit le traduire en Bambara ou en Soninké ou dans un autre dialecte, on va faire en sorte de le faire. On va ensuite parler d'économie sociale et solidaire parce que tu es impliqué notamment dans le MOVE et voilà, dans l'économie de demain. Mais juste avant, sur banlieue santé, il y a l'international, tu veux te développer, voilà. Mais c'est quoi ta relation avec les pouvoirs publics et la réalité économique ? Parce que quand on est entrepreneur social, généralement, c'est qu'on résout un problème. À minima, on fait bien les choses. Pour toi, c'est quoi les problématiques ? Il y a l'accès à la santé, mais est-ce que tu en vois d'autres en fait sur ces territoires d'exclusion ? C'est une question rhétorique parce que je sais qu'il y en a d'autres, c'est pas naïf, mais... Oui, non, clairement, il y en a d'autres. La santé, pour nous, c'est central. Aujourd'hui, la définition derrière la santé, c'est quoi ? La santé n'est pas un état de maladie, mais la santé est un état de bien-être. Si on va bien dans notre tête, tout le reste ira bien. On ira se former, on ira travailler, on ira voyager, on fera des choses. Par contre, si on ne va pas bien dans notre tête, et donc physiquement, donc on va derrière ne pas s'engager à des démarches. On ne va pas être autonome. Et donc pour nous, de voir toutes ces inégalités aujourd'hui qu'on voit, que ce soit l'éducation, le sport, l'alimentation, il y a énormément aujourd'hui d'inégalités sur lesquelles il faut travailler. Pour nous, il est essentiel de commencer par la santé pour amener le reste qui viendra naturellement. Et d'ailleurs, on travaille sur des sujets et on va vous laisser des surprises pour la rentrée de septembre. C'était ma question, j'allais dire la santé, c'est pour toi le socle. Et ensuite, il y a un certain nombre de chaînons. Et j'allais te demander si, après la santé, même si je pense que tu as un terrain de jeu qui est quand même grand, tu avais envie de t'attaquer à d'autres choses. On travaille déjà sur d'autres sujets sur lesquels on prépare des belles surprises pour la rentrée de septembre avec des partenaires internationaux qui nous font confiance et qui veulent travailler avec nous. Et d'ailleurs, moi, je dis toujours, c'est nous qui avons à apporter aux autres. Et c'est pas d'avoir une réflexion orgueilleuse, mais les grands groupes ou aujourd'hui les institutions d'État qui travaillent avec nous, c'est parce qu'ils voient bien qu'on résout des problématiques et que nous sommes en capacité de répondre aux enjeux aujourd'hui de notre société sur le terrain avec les habitants. Et ça, on est assez fiers de ce qu'on fait. En parlant d'enjeux de société, on va parler d'enjeux économiques ou d'engagement. Tu viens de rentrer au bureau du MOVE. Il y a 3 semaines. 3 semaines. Voilà, donc ça va 1 mois et demi quand sortira le podcast. Pourquoi est-ce que tu avais envie de t'impliquer politiquement ? Parce que le MOVE a quand même un gros rôle de lobbying et de représentation. Moi, et quand je dis moi, j'intègre toutes mes équipes et je dis nous, on a une dimension de politique citoyenne. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle de la politique noble, c'est-à-dire au sens propre, c'est faire pour les habitants, mais avec les habitants. Et donc pour moi, c'était essentiel aussi de comprendre ce qui se passe dans les écosystèmes qu'on ne connaît pas, nous, dans ces territoires. Et le MOVE en fait partie. Et aussi de changer les choses et changer le regard. Pas pour dire, nous, dans les quartiers, on fait ça, il faut nous montrer. Moi, j'ai pas le temps pour ça, en fait. Ce que j'ai le temps, c'est d'être là pour ceux qui souffrent et celles qui vivent des inégalités. Et pour ça, il faut passer par là pour changer les choses et continuer à les changer et à les faire évoluer. C'est pour ça que, effectivement, moi, on est venu me chercher pour rentrer au MOVE. Moi, j'ai imposé ma vision. J'ai dit, voilà, notre vision, c'est ça. C'est pas autrement. Si vous voulez faire comme vous avez envie, ça marchera pas. Nous, dans les territoires, il ne faut pas vouloir nous imposer quoi que ce soit. Et il faut le faire avec les habitantes et les habitants de ces territoires. Et c'est pour ça que moi, je suis très engagé sur les questions d'inclusion, parce que les questions d'inclusion sont, pour moi, des sujets un peu globaux, où en fait, on engage beaucoup de choses. Et pour moi, en tant qu'acteur de santé et professionnel de santé, il était essentiel que la démarche, ce soit une démarche où je dois décider, avec mes équipes, mais aussi avec toutes les personnes qui travaillent autour de nous. Effectivement. Si on veut parler de sujets qui fâchent, l'entrepreneuriat social en France est très peu diversifié. Moi, je connais assez bien les chiffres hommes-femmes, parce qu'en fait, c'est là où il y a le plus d'études. Et en fait, il y a beaucoup de femmes, mais avec un plafond de verre. Enfin, il y a très peu de dirigeantes femmes, mais en termes de diversité sociale, etc., c'est pareil. Quand tu vois tous les événements, il y en a plein.
Maintenant que tu es au bord du move, tu vas peut-être pouvoir te faire les 3 événements par semaine où tout le monde se rend compte, mais c'est très masculin, c'est très blanc, c'est très quadra. Est-ce que tu as envie que ça change ? Oui, je pense, mais qu'est-ce qu'il faut pour changer ça selon toi ? Déjà, je suis là pour que ça change. Ouais. De manière très directe, il faut qu'on change les choses. Et maintenant, on va changer les choses en partant du bas. Il est essentiel qu'on soit écouté et qu'on soit respecté. Moi, il n'y a personne qui nous marche dessus. Personne, on n'est pas la serpillière de qui que ce soit. On n'est pas la caution de qui que ce soit. Moi, je suis pas la caution de qui que ce soit. Je suis pas là à être l'étendard des quartiers ou l'étendard des minorités ou de la diversité. Je pense que tout le monde est capable de faire. Moi, on m'a donné cette opportunité. En fait, on a besoin de nous aujourd'hui. On a besoin de nous et on doit faire avec nous. Non, bien sûr, mais ma question, c'est pour que ça change. Déjà, il faut de l'argent, en fait. On en parle rarement, mais quand t'entreprends, toi, je sais pas comment t'as fait pour gagner ta vie. Enfin, t'étais infirmier, donc t'avais un job, mais en fait, tout le monde ne peut pas vivre de bénévolat et d'eau fraîche. Il y a un moment, il faut bien manger, mais est-ce que c'est un manque financier ? Est-ce que c'est un plafond mental aussi ? Après, je pense que les choses sont un peu en train de changer, mais... Je pense que dans nos territoires, la mentale, on l'a. Ouais. On l'a. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas forcément les réseaux, on n'a pas les bonnes personnes autour de nous parfois, on n'est pas déjà dans ces systèmes qui existent déjà de réseautage, d'alumni, de je ne sais quoi. Tu vois, nos réseaux, c'est le boulanger du coin, le pharmacien, le boucher, tu vois. C'est ça nos réseaux. C'est pas Ashoka. Tu vois, c'est pas Ashoka, c'est pas HEC ou des grandes écoles. Et c'est vrai que il faut aller ouvrir les portes là où il faut, taper aux portes, parler avec celles et ceux qui effectivement font partie déjà de ces écosystèmes déjà assez puissants. Et c'est comment on fait en sorte que ça serve à ceux et celles qui en ont le plus besoin. Et donc pour nous, il est essentiel de rentrer dans ces écosystèmes pour comprendre et essayer de répondre aux enjeux aujourd'hui de la société. Et puis c'est vrai qu'on a un enjeu financier aujourd'hui qui est énorme. Pour nous, pour continuer à faire ce travail de proximité, on est en train de travailler d'ailleurs sur une mesure d'impact social, mais aussi une mesure d'impact sur les questions de santé dans nos territoires. Merci. J'aurais adoré que cette conversation dure plus longtemps. C'est pas grave, on fera des articles sur Care News pour compléter le podcast. Question finale. C'est la tradition. C'est la dernière de la saison. Donc, donne tout. Je te pose 5 questions auxquelles tu dois répondre rapidement. Okay. C'est du tac au tac. Quelle est la raison d'être de Banlieue Santé ? Faire simple, intelligible, impactant. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre ? Oula. La femme ou l'homme politique que je voudrais convaincre. À l'heure actuelle, le président. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer ? Une taxe qu'on devrait inventer. Inventer, je pense que ce serait une taxe pour plus de justice sociale qui soit redistribuée pour faire en sorte que les gens soient autonomes. Le patron du CAC 40 que tu pourrais ou voudrais être ? Que je pourrais ou je voudrais. Moi-même. On verra ça l'année prochaine. Et la somme pour laquelle tu tairais un scandale politique ? Ah non, mais ça s'achète pas. Là, pas de prix. Il n'y a rien, il n'y a pas de prix. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.